Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. On commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Assemblée nationale, le Social Democratic Front désavoue Joshua aussi. Selon le journal, le comité exécutif national a condamné la signature par son premier vice-président de la pétition envoyée par les députés camerounais au Congrès américain en février 2021 et aussi le NEC demande à son député ou demande au premier vice-président du SDF ainsi qu'aux députés signataires de cette pétition de déployer la même énergie pour saisir le président de la République afin que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour de la session qui se tient en ce moment. Le journal parle aussi de Ahidjo Abia, un discours prophétique. En 1959, Daniel Kemajou, président de l'Assemblée législative, avait tenu un discours dont les étincelles continuent de jaillir. Un article que vous lirez dans les doubles pages 5 et 7 du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi de Bamenda, un veuf enlevé. Des hommes lourdement armés ont pris d'assaut le lieu du deuil et ont kidnappé un homme qui attendait d'enterrer son épouse. La scène se déroule dans la région du Nord-Ouest. Le journal parle aussi de fédéralisme et Kanga relance le débat. Lancé depuis quelques années, le débat sur le fédéralisme au Cameroun est revenu plus que d'actualité. Le quotidien Le Messager met en sa une AstraZeneca, le vaccin de la mort. Le journal pose la question, la suspicion du lien de causalité qui pourrait exister entre ce vaccin anti-Covid d'origine britannique et les problèmes sanguins au centre d'une vive polémique. Assistance humanitaire, écrit le journal Paul Biya au secours de Biangema. Le président de la République a donc envoyé une mission humanitaire avec en tête le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo et le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji de convoyer un important don humanitaire aux populations sinistrées de la Guinée équatoriale qui ont subi des explosions qui ont connu des explosions mortelles. Le journal parle aussi du RDPC sur les sentiers escarpés de l'alternance. Critiqué pour son immobilisme, le parti au pouvoir veut faire sa mue malgré la résistance des hiérarques. Le président Paul Biya avait d'ailleurs parlé de transition générationnelle, mais dans son propre camp, les spécialistes, alors les hiérarques de l'immobilisme ne l'entendent pas de cette oreille. Le quotidien Mutation met en sa une service électrique sous l'orage, écrit le quotidien. Une coupure d'électricité, baisse de tension, les perturbations se multiplient depuis le retour des pluies à Yaoundé et ses environs. Le journal vous invite à lire son enquête de la page 4 à la page 5. Chantier naval, grève au chantier naval, des employés qui revendiquent plusieurs mois d'arrêt de salaire et les primes de technicité. Le journal parle aussi du SDF, pétition au Congrès américain. Joshua aussi revient à la charge. Le journal fait donc le compte rendu du Sénèque qui s'est tenu à Yaoundé. Émergence, zone CEMAR, la mise en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque se précise, même si elle se précise, il faut surtout préciser qu'elle se précise au moment où le Cameroun a encore plus besoin. Les pièces de monnaie se font de plus en plus rares. Adamo à l'exploitation artisanale de l'or tourne à l'émeute dans un champ minime. La scène se déroule donc à Galim, dans le département de Galim-Tinière. Galim-Tinière, c'est donc la Damawa, où des Chinois venus exploiter l'or dans cette localité ont été pris à partie par les populations qui ont menacé de déguerpir. Ils n'entendaient pas quitter sans être dédommagés, tout au moins partir sans laisser des traces. Le journal Cameroun Tribune parle de catastrophe en Guinée équatoriale. Au beau geste de Paul Biya, le président de la République a dépêché hier une mission d'assistance humanitaire pour porter l'aide du Cameroun à ce pays frappé par une série d'explosions mortelles le 7 mars dernier. La mission est évidemment conduite par deux ministres camerounais pour la Tangandji de l'administration territoriale et Joseph Betty Assomo du ministère de la Défense. Quotidien L'économie, coopération, le Cameroun et le Royaume-Uni signent un accord de partenariat économique bilatéral. Il permettra aux deux pays de poursuivre les échanges commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 décembre 2020. Le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam parle de la 4e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, le sacre de Sédou Momo Djoya, les lampions qui se sont éteints dans le 13 mars dernier à Rabat sur la 43e Assemblée générale. Patrice Motsepe devenant évidemment le 8e président de la CAF, le Cameroun
entre au comité exécutif par la voix de Sédou Mbombo Djoya. Le journal Vision économique parle de sociétés métropolitaines d'investissement de Douala. Les batailles de leadership plongent la structure dans le chaos. Roger Mbassadine, en tout cas l'ancien délégué du gouvernement, Frintonen Tonnet, qui ne lâche pas sa place à Roger Mbassadine, conformément au statut de la SMID. Le journal Kalara parle d'enquête comment 274 lingots d'or ont disparu entre la police et la justice. 218 kg de minerais d'une valeur de 5 milliards de francs CFA saisis entre les mains de deux hommes d'affaires canadiens. Martin Bargangele, délégué général de la Sûreté nationale, le ministre Dodondoke des Mines et du Développement technologique. Dans le scandale, écrit le journal, une parodie de procès organisé pour masquer l'arnaque. De même que le journal parle du policier qui a organisé le viol des lycéens, qui est donc aux arrêts. Voilà pour ce qui est du journal Kalara. Place à présent avec nos invités du mardi. Camille Les Bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec notre rituel, l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour. Donald Brice Kamgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Un bonjour spécial à mes amis du Tchad. Je pense notamment au président Albert Padaké, Albert Pahimi Padaké, président du RNDT Le Réveil, qui est candidat à l'élection présidentielle. Je pense à mon ami Ibrahim Mohamed Koulamala, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2006, mais président du mouvement socialiste africain rénové, et bien entendu à M. Amatassid Kazali, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais qui aujourd'hui est directeur de la CNPS. L'actualité qui m'a marqué, il y a tellement d'actualités, mais celle qui m'a marqué, c'est votre coup de gueule de ce matin, avec ce que vous avez vu et vécu sur les routes de l'Ouest, avec ces contrôles inopinés qui sont perpétrés par des agents en chasuble, mais qui en actent de l'argent. Je dois dire que vous m'avez sérieusement secoué dans mon réveil le matin, et moi je pense que quelque part vous avez été traumatisé par cela. Bon, peut-être pas traumatisé, mais j'étais un peu très embêté de voir que des civils qui n'ont aucun mandat, qui interpellent des usagers et se mettent à contrôler le dossier de véhicule comme si la prévention routière se limitait à cela. Ils n'ont aucun matériel qui leur permet de savoir si les gens sont en train de rouler. Encore moins même demander même aux usagers de ralentir. On n'a pas vu ça. Donc c'est ce qui a un peu attiré mon attention. C'est ce qui explique la décision du ministre Ngalé Pipé, non seulement de descendre lui-même sur le terrain, mais de donner des instructions, de nouvelles instructions, avec surtout l'injonction aux chauffeurs de taxi, aux usagers de ne donner de l'argent à personne et de leur prescrire comment ça se passe et de ne pas se laisser intimider par des gens en chasuble. Oui, il a décrit d'ailleurs un certain nombre de mesures, des questions à poser à ces agents qui se présenteraient comme la prévention routière. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à Camille Nélé, bonjour à nos téléspectateurs. L'actualité qui m'a marqué, c'est un fait historique qu'a rappelé hier, et je salue ce matin cette trouvaille plutôt, j'allais dire, patriotique. Vous verrez que le mot patriotique reviendra beaucoup dans mon propos, de nos confrères de la Nouvelle Expression qui rappellent à intervalles de temps réguliers la pensée d'un certain nombre de figures de notre histoire politique qu'on n'a pas souvent mis en avant. Hier, nous étions le 15 mars 2021. C'était le 91e anniversaire de l'assassinat de Castor Ossien Diafana. C'est une figure historique, c'est une figure patriotique de l'histoire du Cameroun. C'est passé inaperçu. Je rappelle que la loi de 91 sur la réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun ne cite pas, voilà, comme héros nationaux, ne cite pas Castor Ossien Diafana. C'est une aberration. Dans cette loi-là, il y a 4 figures qui sont citées et Amadou Aïdou est cité en premier, ce qui peut quand même être un fait curieux et susciter la controverse lorsqu'on connaît le rôle historique de l'ancien chef d'État. C'était une parenthèse. 3 autres figures sont citées, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier et puis enfin Amadou Aïdou, comme j'ai dit. Alors Castor Ossien Diafana n'est pas cité, alors qu'on sait qu'en 66, le 15 mars 66, il est assassiné à Mouloundou, dans la région de l'Est, dans le département de la Boumba et Togo. Pas seulement assassiné, sa tête est retranchée, il est décapité.
Et à la demande du président de l'époque, il a demandé qu'on lui ramène la tête de Hosseini Fana dans un hélicoptère dans les minutes qui suivent. Il n'est pas cité comme figure patriotique. Et plutôt le bourreau est cité comme figure historique. Bon, en tout cas, c'est tout dire. Non, je voulais dire un mot. Je voulais dire un mot. C'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire, mais seulement cette histoire ne doit pas être comptée comme une histoire, comme des légendes. Monsieur Castro Hosseini Fana, qui était un nationaliste, qui a décidé de venir à l'assaut de l'armée du Cameroun. Ils étaient 3 ou 4. Avec le commandant Kissamba. Avec 3 ou 4 fusils. Avec 3 ou 4 ils avaient face à l'armée coloniale française qui les a tués. Parce que assassiner, quand des militaires tuent quelqu'un qui est venu contre les institutions, je ne sais pas si on peut appeler ça assassinat, mais seulement ce que je n'apprécie pas. Il est mort dans la bataille, si on peut dire. Il est mort sur le champ de guerre. Mais ce que je n'apprécie pas beaucoup, c'est cette façon de réduire l'image d'Amadou Ahidjo. Parce que quand Donald Brice Kamgan, qui n'était pas né à cette époque, qui ne peut pas comprendre le contexte de l'accès de l'indépendance, l'accession du Cameroun à l'indépendance, estime qu'Ahidjo ne doit pas être considéré comme une grande figure de l'histoire du Cameroun et que c'est une aberration et que c'est un bourreau. Je ne sais pas si c'est Ahidjo connaissait avait même déjà entendu parler de Hosseini Fana. Je ne sais pas la jouissance qu'il pouvait avoir de voir sa tête venir de l'Est. Il y a énormément de légendes qui ont été colportées. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de véhiculer ce genre de légendes qui vont entrer dans la tête des jeunes, mais en réalité, qui ne les instruisent pas sur la réalité factuelle. Non seulement du contexte de ce moment-là, mais de l'histoire du Cameroun. Ouais, vraiment, il faut manipuler ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. Comme un homme politique disait, un homme politique indiquait que Amadou Ahidjo a deux visages. Le visage d'un patriote qu'il a été pour la construction, un grand bâtisseur du Cameroun, mais un autre visage où il avait contribué aussi à éliminer. Et c'est cette controverse qu'on ne peut. Mais il faut relever les deux aspects. Voilà. Il faut relever. Bon, entrons dans le principal sujet de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Assemblée nationale, le Social Democratic Front désavoue Joshua aussi. Camille Nélé, ce NEC s'est tenu à Yaoundé, au domicile du chairman du SDF, en sa présence, il faut le préciser. Et le SDF, qui désavoue Joshua aussi, estime qu'il ne devrait pas signer. Vous, quelle lecture faites de cette actualité alors, ou alors le premier vice-président du SDF va s'exécuter comme demande le parti? Je fais une lecture froide. Et je fais une lecture intelligible. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on continue à enfoncer les Camerounais dans une sorte de populisme qui ne les édifie pas, qui ne les éduque pas. Que reproche-t-on à Joshua aussi? Joshua aussi député de la nation, investi par le SDF, mais élu par pas seulement par les militants du SDF, mais par les populations camerounaises et à l'Assemblée nationale. Mais il se fait qu'il y a des parlementaires américains au Congrès américain qui envoient des rapports faux et biaisés sur la crise du Nozo, qui culpabilisent plutôt l'armée et qui disent plutôt que ceux qui sont en train de tuer des populations, ce sont des héros et l'armée, c'est des bourreaux. Alors, si des députés estiment que eux, ils ont leur rôle aussi, c'est d'éclairer d'autres élus américains, de leur dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez venir vous informer, on peut vous dire que ces gens aujourd'hui que l'on présente comme des ambassadeurs, c'est beaucoup plus des assassins et des bandes de criminels que des combattants nobles. Et que la majorité des personnes qui financent cette guerre civile-là sont aux États-Unis et qu'il faudrait vraiment penser à ouvrir des hostilités contre eux. Maintenant, on estime que, parce que Joshua aussi a joué à sa signature à celle d'autres députés de l'Assemblée nationale du Cameroun, on estime que ce sont des députés du RDPC. Non, ce sont des députés de la nation. Mais comment comprendre dans cette posture du SDF, plus haut niveau d'ailleurs? Je vais plus loin. Là où cette décision est incompréhensible, c'est qu'on demande, c'est même infantile à la limite, on demande à Joshua aussi de retirer sa signature, d'écrire au Congrès et de dire que lui n'est pas là-dedans. Moi, je pense que c'est enfantin. Et c'est lui enlever toute responsabilité. Un député est responsable de ses actes devant la nation et devant ceux qui l'ont élu, pas forcément devant son parti. Et de deux. Aujourd'hui, quand on regarde le rapport, ce fameux rapport de Human Rights Watch, qui passe son temps à culpabiliser les militaires, à dire que les militaires, c'est les militaires qui sont les tueurs, et à estimer que les assassins, les bandes armées qui tuent les populations et les enfants sont des victimes. Aujourd'hui, il y a une sortie de Human Rights Watch. C'est de celle-là que je veux parler. Human Rights Watch sort un communiqué dans lequel cette dame dit que non, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus des groupuscules armés, de brigands, d'assassins, de criminels qui tuent des femmes et des enfants.
Et moi, je dis, après cela, je n'ai pas vu beaucoup de journaux qui ont mis ce grand titre à la une. Parce que les autres, dans beaucoup de journaux, vous lisez Human Rights Watch accable la main. Le rapport accablant de Human Rights Watch. Cette fois-ci, on n'a pas dit le rapport accablant de Human Rights Watch contre les ambassadeurs. Donc, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce NEC que beaucoup de personnes attendaient, c'était un NEC qui était là en réalité pour non seulement permettre au SDF de mieux se regarder, de peut-être mieux se reconstruire depuis la décision historique rendue publique par John Fouti de ne plus participer personnellement à une élection dans ce pays, mais de voir comment vont se passer les choses. Mais si au sortir de là, tout ce qu'on peut sortir, c'est de dire à Joshua aussi, député de la nation, de se dédire et de dire au Congrès américain que ce que j'ai dit est faux, alors que Human Rights Watch, que ces congressistes américains prennent pour référence viennent de dire que non, ces gars-là sont des criminels. Moi, je ne sais pas. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Camille, comment comprenez-vous donc? On sait que la dernière parole, généralement, revient au chairman. Le chairman a-t-il laissé son premier vice-président, qui est d'ailleurs présenté comme quelqu'un qui lui est très proche, dont on dit même souvent influencer le chairman? Si on peut se poser cette question, on peut aussi se demander si le chairman lui-même n'est pas noyé par les populistes qui estiment que le rôle du SDF devrait être de dire que rien ne marche au Cameroun, tout va mal, et que vraiment tous ceux qui ne disent pas cela sont contraires à l'idéologie du SDF. Donald Biscamgan, est-ce que vous regardez cette posture, cette position du SDF, le député Joshua aussi va-t-il s'exécuter pour rester en harmonie avec la décision du parti, dit-on souvent la discipline du parti? Au plan pratique, au plan opérationnel, l'exécution de cette résolution peut poser quelques difficultés. Mais il me semble que le National Executive Committee... Lesquelles, par exemple, difficultés? Au plan opérationnel, retirer sa signature dans une pétition qui a été envoyée peut être difficile. Autre chose, le parti demande aux députés du SDF, ils sont 3 en dehors de Joshua aussi, qui ont signé cette pétition, d'œuvrer avec les autres du RDPC en sorte que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Cause tout au moins noble, non? Oui, absolument, absolument. Je pense que la décision du NEC a été prise pour rester en conformité avec la ligne politique de cette formation politique. Je voudrais rappeler que Joshua aussi est le candidat du SDF à la récente présidentielle avec les résultats que l'on connaît, un certain nombre d'informations plus ou moins exactes sur de supposés deals souterrains entre lui et le pouvoir, un certain nombre de sorties controversées ces dernières années, qui en rajoutent déjà des suspicions nourries au sein de l'opinion sur les relations entre le chairman du SDF lui-même et le pouvoir de Yaoundé. L'ensemble de ces faits-là ajoutés à cette pétition, qui est quand même curieuse. Je voudrais rappeler que c'est une pétition pour demander le rapatriement des personnes qui sont émigrées du fait, pour certaines, de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Qui sont connues pour leur implication directe. Il faut dire le mot, Donald Brice. Il ne faut pas faire des circonvolutions. Je rappelle que depuis que... J'aime bien le chauvinisme que certains Camerounais développent. Je suis tout à fait d'accord. Le patriotisme, on parle de patriotisme tout à l'heure. Jean-Paul Chouniat, je rappelle, ce sont des faits, que depuis le début de la crise anglophone, le Parlement s'est réuni 15 fois. 1, 2, 3, jusqu'à 15 fois. N'a jamais 14 fois en session ordinaire, une fois en session extraordinaire, c'était en 2019, pour parler du code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Ça fait 15 fois. Et la question anglophone n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. On se rappelle même qu'une fois, les députés SDF, ont bloqué toute une session pour exiger que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement. De quel Parlement parlez-vous? Est-ce que ce Parlement existe au plan pratique? Beaucoup de Camerounais ont raison de douter. Et aujourd'hui, que des parlementaires disent au Congrès américain, disent aux États-Unis qu'ils ne comprennent rien de la crise anglophone, c'est un peu enfantin. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils en savent? Quel est le rapport qu'ils ont fait de leur lecture de la situation qui prévaut dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Quelles sont les missions qu'ils ont menées dans ces régions pour rendre compte à l'exécutif et l'amener à prendre des décisions intelligentes pour sortir de cette crise? On a au contraire des gens qui sont au Parlement et qui semblent défendre leur prébende plutôt que de s'occuper des intérêts de la population qu'ils sont censés défendre.
C'est absolument infantin. Camille, pour votre réaction, on comprend pourquoi Donald l'indiquait, 15 sessions, la session parlementaire, la crise anglophone est là. On se rappelle que les députés du SDF avaient l'honorable Joshua aussi d'ailleurs en tête, avait une fois boycotté une session à l'Assemblée. Mais comment comprendre cette posture à saisir le Sénat américain sur ces récriminations qu'ils font contre le Cameroun et qu'entre-temps à l'Assemblée, au Parlement camerounais, on ne débat pas de la question anglophone. Cette question, elle est si insidieuse qu'on ne devrait pas la débattre au Parlement? Non, c'est une question importante, c'est une question névralgique, c'est même une question grave. Il faut vraiment en parler chaque fois que les députés, notamment du SDF, parce que ce sont les députés du SDF qui se sont illustrés. Ils ont d'ailleurs payé le lourd tribut. Par cette demande incessante de l'inscription de ce sujet important au débat de l'Assemblée nationale. Et c'est tout à leur honneur. Et on ne peut pas dire que le député Joshua aussi n'a pas fait partie de ceux qui ont exigé l'inscription de ce sujet. Mais moi, je voudrais qu'on arrête, qu'on s'éloigne un peu des caricatures, les mêmes caricatures qui font que ce que certains se complaisent à appeler le peuple entendent des phrases toutes faites et des mots tout faits et ils se disent qu'on ne va pas dans le détail. Qu'est-ce que Joshua aussi a fait de criminel ou de contre-productif dans l'idéologie du SDF, en disant que ce que vous entendez, ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ce sont des bandes armées criminelles. Et c'est ce que vient de firmer Human Rights Watch. Ce sont qui tuent des gens, qui tuent les enfants, qui rançonnent des gens, qui kidnappent des gens. Quand il le dit et quand il demande avec ces députés que les personnes qui financent, vivent aux États-Unis, sont connus et ne se cachent même pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on va commencer à estimer que nous sommes des personnes qui sont exilées. Non, exilées, oui, on veut bien. Mais qu'on dise que, franchement, qu'on appelle un chat, qu'on dise que ces personnes citées comme les instigateurs et les éminences grises. Si, par exemple, ces personnes dont vous citez ont déjà la nationalité américaine, est-ce que les États-Unis arrêteraient ces citoyens? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. À ce moment-là, il appartient aux États-Unis de dire que ces gens sont des citoyens américains. Nous ne pouvons pas les extrader. Mais il n'en demeure pas moins que la démarche des parlementaires camerounais de dire la vérité et de présenter la réalité factuelle au Congrès américain qui est loin. Vous savez, les États-Unis, moi, il y a des gens quand ils citent parfois Joe Biden, ils citent parfois le gouvernement américain, le Sénat américain et tout ce que vous voulez. Le Cameroun est tellement petit, tellement loin de leurs préoccupations que il y a même des gens qui ne savent même pas qu'il y a plein d'Américains qui ne savent même pas où se trouve le Cameroun. Donc, si des gens s'activent, des lobbies s'activent à ce que le problème du Cameroun soit présenté comme une guerre de l'armée contre des civils, et on les désigne comme des populations civiles innocentes qui sont tuées, massacrées, et que des parlementaires camerounais, au même titre que les parlementaires américains, disent que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voici la version. Voici la version. Et qu'on estime que ces gens-là l'ont fait parce qu'ils sont du RDPC. Bon, moi, je dis nous tombons dans l'infantilisme. Camille, au-delà, admettons que, comme vous le dites si bien, les députés RDPC et du SDF ont joué leur rôle. Alors, pour vous, est-ce que finalement, cette position du NEC contre Joshua aussi cacherait d'autres combats en souterrain, surtout quand on sait que ni John Fouli a dit qu'il ne sera plus candidat à une élection? Ni John Fouli a dit qu'il ne sera plus candidat, mais il n'a pas dit qu'il ne sera plus président. Il n'a pas dit qu'il ne sera plus même chairman honorifique. Il n'a pas dit qu'il se retire de la politique. Les combats dont les journalistes parlent et certains, surtout les réseaux sociaux, parlent pour le contrôle du SDF, c'est peut-être dans leur tête que ça se passe. Il est vrai que le SDF est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, mais moi je pense, et je n'entre pas dans la cuisine interne du SDF, c'est chaque parti qui définit sa démarche comme il veut, mais moi je pense que ce qui vient de se passer avec ce désaveu public du vice-président, du premier vice-président. Du premier vice-président, oui, du premier vice-président, pas le président. Moi, je dis que c'est quelque chose d'assez surprenant. Et il ne serait pas surprenant que dans les jours qui vont venir, des étincelles vont commencer à provenir de ce SDF. Mais ce que l'on retient, c'est que depuis le début de toutes ces clameurs, le député Joshua aussi n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il estime que les choses intelligentes n'ont pas besoin d'être criées. En tout cas, il était passé sur les antennes d'Equinos pour apporter des précisions. Hier matin. Donald, bien avant même cela, Brice Donald Kamgan
tel que nous voyons, la position du NEC est connue. Joshua aussi, je ne veux pas dire va-t-il s'exécuter, vers quel scénario peut-on présager? Le scénario où il ne va pas s'exécuter. Je voudrais quand même rappeler à Camille qui parle de Human Rights Watch. On a effectivement vu un tweet de Hilaria Legosi, chercheur senior à Human Rights Watch, qui a indiqué que les séparatistes commettent des exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Personne ne l'a jamais nié. Ceux qui parlent souvent de Human Rights Watch ne lisent pas les rapports. Moi, je lis tous les rapports de Human Rights Watch. Les exactions sont souvent catégorisées armées et séparatistes. Évidemment, peut-être qu'on ne fait pas trop d'emphase avec une emphase sur les actions commises par les forces gouvernementales. Pour une raison qui est liée à la défense des droits humains, c'est que la responsabilité de protection à la fois des civils et de l'armée revient à l'État. C'est un principe qui est sacré. Cela étant dit, sur la question du rapatriement des personnes qui sont aux États-Unis, en Norvège, ainsi de suite, on a des informations plus ou moins précises sur le fait que le gouvernement qui dit vouloir faire rapatrier ces personnes n'aurait initié aucune procédure administrative. En tout cas, Donald, là n'est pas le débat. Oui, je voulais rappeler ça. Non, c'est important de rappeler pourquoi. Parce que certains ont intérêt à ce que la crise perdure. Ça fait vendre les armes, ça fait acheter des munitions, ça alimente un certain nombre d'acteurs. Et c'est ce que Camille ne peut pas dire. Et les députés qui parlent, ils le savent, ils sont censés le savoir de toutes les façons. Des acteurs officiels plus ou moins connus profitent de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et on intérêt à ce que cela perdure autant que faire se peut. Ça, les députés devraient pouvoir laisser cette question. Économie de la guerre. Économie de la guerre, c'est connu. Le scénario qui se joue à SDF, le congrès pour la désignation des nouveaux responsables, il est imminent. Joshua aussi, dont il est question, incarne ce qu'on pourrait appeler l'aile modérée de quand diront l'aile complaisant du SDF. Il y a Jean-Michel qui a clairement affiché ses intentions de remplacer le chairman du SDF, qui incarne l'aile radicale du SDF, qui pense qu'il faut revenir au SDF de 1990. Mais sinon, pourquoi cette bataille? Je ne vais pas parler de bataille, cette question de pétition, la signature de pétition au Congrès américain, pourquoi ça se résume beaucoup plus entre Nietzsche et Joshua aussi? Parce que ce sont les principales têtes de la formation politique en ce moment, et parce que la succession est dans les couloirs, ça se dispute, et parce que Ni John Frondi est fatigué, il ne peut plus. Même la présidence, ma titre, donc il faut faire feu de tout bois alors. Il va rester en coulisses, rester peut-être un conseiller, président honorifique du SDF, mais je pense que la tête du parti va revenir soit à Joshua aussi, soit à Jean-Michel Nietzsche. Ce sont les deux qui sont en compétition, et c'est normal que sur les débats. Vous êtes sûr que ce sont les deux seuls? Sur les débats. Il y a d'autres qui ne sont pas encore signalés. Vous êtes sûr que ce sont ces deux-là? Les principales têtes qui sont en compétition. Et je pense que les débats antennent au sein du parti, sur lesquels... En tout cas, on verra bien. Absolument. On verra bien. Camille Nélé, parlons de cette affaire en une du journal Kalara. Lingot d'or est disparu entre la police et la justice. Deux hommes d'affaires canadiens qui ont été pris en possession d'un peu plus de 218 kg d'or pour une valeur de près de 5 milliards de francs CFA. Comment expliquer que aussitôt interpellé et puis le pactole disparaît? Il faut d'abord commencer par appeler les choses par leur nom. Ces hommes, ceux que vous appelez des hommes d'affaires qui se retrouvent avec des centaines de kilos de lingots d'or, ce sont des trafiquants d'or. Des trafiquants d'or. Parce que l'or, c'est pas comme ça qu'il s'achète. C'est pas comme ça qu'il est véhiculé. Si cet or avait été acheté de manière normale, il aurait été estampillé, il serait passé par des circuits normaux, personne n'aurait pu mettre la main dessus. Alors, les éléments de force de l'ordre ont mis la main sur ce trafic, les ont arrêtés, et c'est là que les choses tournent au vinaigre. Nous nous retrouvons dans le sempiternel problème de la disparition des CD. Vous savez, c'est un problème qui est vieux, comme la corruption des milieux de la justice, où on saisit quelque chose, entre le moment de la saisie, au niveau de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, et le moment où l'affaire passe à la barre, le CD a disparu. Qui a fait disparaître? Je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait du mal, non seulement à l'enquête, même à la procédure elle-même, mais aux suites. Moi, je me souviens d'une histoire assez rocambolesque dans les années, à la fin des années 87, où on avait arrêté 3 braqueurs, qui avaient d'ailleurs les 3 premiers braqueurs, les 3 premiers Camerounais qui avaient fait un braquage dans une banque.
Ils avaient fait ce braquage avec un pistolet. Un pistolet, un pistolet Mac 50, un petit pistolet d'ordonnance, vieux d'ailleurs. Et ce pistolet avait été saisi et mis dans les CD au niveau de la justice. Arrivé à la barre, on a demandé où est le pistolet. Parce que l'avocat des victimes, ayant été informé que le pistolet m'a disparu, où est le pistolet? On n'a pas retrouvé le pistolet. Et pourtant, la reconstitution avait été faite. Mais pas avec ce pistolet, mais avec un pistolet ordinaire. Un Browning. Alors, ça a été suffisant pour annuler la procédure parce qu'on demande l'arme du crime. Où est cette arme du crime? Alors, on se retrouve donc dans ce cas. Ce cas est un cas assez expressif de la réalité de la protection des scellés dans nos tribunaux. Où est passé cet or? Évidemment, aujourd'hui, les gens sont en train de se gratter la tête et le menton. Et c'est assez compliqué pour tout le monde. Il est vrai que l'activité elle-même était illicite et illégale, mais maintenant, où est l'or? Le trafic a simplement poursuivi son chemin. Brice Donald. Alors, c'est un journal très sérieux qui parle de cette affaire. Kalara, qui est connu pour sa notoriété sur les questions judiciaires. Ça rappelle simplement le trafic qui est bien ancré dans les habitudes de l'exploitation minière au Cameroun, avec, comme c'est le cas pour cette affaire dont parlent nos confrères ce matin, une implication souvent des plus hauts responsables, parce que le journal a cité le délégué général à la sûreté nationale et le ministre des Mines dans cette affaire. C'est extrêmement grave. Il y a beaucoup de trafic dans ce secteur. Le Cameroun vient de créer il y a quelques mois seulement une société minière nationale. On espère que cela va assurer plus de transparence dans la gestion de cette ressource du sous-sol dont on a toujours de la peine à voir à la fois la traçabilité et les retombées pour l'économie nationale. Pour sortir de cette émission, Camille et Léon, parlons de cette mission humanitaire à Malabo. Le président de la République qui a mis en mission le ministre de la Défense et le ministre de l'Administration territoriale. Comment comprendre ce geste alors que régulièrement la Guinée équatoriale ne cesse de se montrer de plus en plus arrogante face au Cameroun? Alors, vous savez, les petites susceptibilités entre chefs d'État, entre populations et même entre populations sont parfois assez difficiles à gérer. Mais on peut dire que ce qu'il faut retenir, c'est le grand geste de Paul Biya. Parce qu'au moment où... Comme l'a titré Cameroun Tribune. Au moment où ce drame est survenu, immédiatement, le gouvernement de Malabo a demandé l'assistance à la cantonade de l'assistance internationale. Et la plupart du temps, c'est Médecins Sans Frontières, c'est des ONG qui viennent de l'Occident pour venir nous secourir parce que nous sommes des malheureux. Or, quand on voit que c'est un pays africain qui vient avec des vivres, avec des malgré tous les problèmes que le pays de Paul Biya... Malgré tout, et envoyer des vivres et tout, pour aller soutenir un pays, moi je pense que ce geste doit être d'abord reconnu, il doit même être salué, plutôt que de regarder des choses qui ne vont pas. Voilà une chose qui va bien. C'est-à-dire que l'aide et la compassion pour un pays qui vient d'être victime d'un drame. Donnant l'assistance de proximité. Oui, mais surtout assistance pour avoir quelques arrangements dans les couloirs diplomatiques. Vous savez qu'il ne faut pas toujours voir les gestes diplomatiques au premier degré. Le Cameroun et la Guinée équatoriale partagent une longue frontière et les deux chaudités se connaissent bien, sont même des frères au plan ethnique. Donc, plan même traditionnel. Voilà, donc il y a des intérêts qui se jouent à ce niveau-là. Il n'y a rien de sincère dedans? Non, il y a la sincérité. Il n'y a rien de sincère. Le Cameroun a toujours apporté son aide à la diplomatie. Le Cameroun a toujours apporté son aide à la Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir participé à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre de la semaine. Restez scotchés sur les programmes de Kenos Télévision.